Non seulement la révolution industrielle amène des bouleversements dans les modes de production, mais elle donne naissance à une économie nouvelle. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, on a vu précédemment de quelle façon la révolution industrielle se met en place pour changer les différents modes de production, changer les transports, etc. Alors, tout ça représente évidemment des changements considérables dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur primaire, le secondaire ou tertiaire. Et on va assister, comme on va le voir tout à l'heure, à une augmentation des deux derniers secteurs, secondaire et tertiaire. Et ces changements vont inévitablement mener à une économie d'un type nouveau qu'on va analyser aujourd'hui. Alors évidemment, tous ces changements occasionnent une croissance économique considérable. Alors la production monte en flèche dans les débuts de la révolution industrielle et les prix de façon générale vont baisser de façon considérable, en particulier pour le blé et le fer. Le blé, par exemple, est beaucoup moins coûteux à produire. On le produit en plus grande quantité, il va coûter 30 fois moins cher. Pour ce qui est du fer, il va coûter également 15 fois moins cher. Alors ça change la donne complètement dans les différents marchés. Alors tout ça va provoquer de nouveaux problèmes qui étaient inconnus jusqu'alors. En fait, c'est qu'autrefois, on souffrait surtout de la sous-production, avec les modes de production qui étaient archaïques, évidemment, et très peu efficaces. Généralement, on manquait de produits, donc l'offre faisait défaut. Alors, ça donnait des prix qui montaient en flèche dès qu'il y avait des moments de rareté. Alors donc, dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la révolution industrielle, il y a eu sous-production. Maintenant, c'est le contraire. On va connaître pour la première fois des crises de surproduction. Alors, il va arriver certains moments où est-ce qu'on va mal évaluer le marché et à ce moment-là, le marché est saturé par une abondance de certains produits, ce qui provoque une chute des prix. Et avec cette chute des prix, on assiste à un manque de rentabilité chez les différentes entreprises et on va assister à des mises à pied parfois massives, comme jamais on ne le voyait auparavant. Et par la même occasion, avec ces mises à pied massives avec de nombreuses personnes qui n'ont plus d'emploi, donc plus de revenus, on assiste à des baisses au niveau de la consommation, ce qui entraîne des cercles vicieux qu'on n'aurait jamais imaginé autrefois à l'époque du Moyen Âge. Bref, ce qu'on comprend au début des premiers balbutiements de la révolution industrielle, c'est que l'économie devient de plus en plus complexe. Et par le fait même, on assiste à un bouleversement des différents secteurs. Rappelons-nous qu'il y a trois secteurs dans l'économie. Le secteur primaire, qui concerne la production, l'agriculture en fait partie, et il y a également le secteur secondaire, qui consiste en la transformation. Par exemple, pour le blé qu'on a recueilli, c'est de le transformer en farine, puis ensuite de faire du pain avec. C'est la transformation, c'est le secteur secondaire. Et ensuite, il y a le secteur tertiaire, qui concerne le commerce, les services ou le transport, par exemple, ou le vendre dans les différents magasins, les différentes boutiques. Alors, autrefois, c'était le secteur primaire qui était, et de loin, le plus important, c'est-à-dire la production, donc, de matières premières, de blé ou d'autres produits du même genre. Mais avec la révolution industrielle, tout ça va changer radicalement. C'est que la transformation, grâce aux machines, va prendre de plus en plus d'importance, d'où l'importance croissante du secteur secondaire. Et par la suite, éventuellement, après plusieurs décennies à ce rythme-là, c'est le secteur tertiaire qui va devenir le plus dominant, comme il l'est de nos jours, avec l'accroissement de l'importance du commerce. Alors, l'importance du commerce pour trouver des débouchés pour les différents produits. D'autre part, l'accroissement du secteur financier pour financer les entreprises de plus en plus coûteuses. Et aussi les services. Alors, il y aura de plus en plus d'intermédiaires entre les différents acteurs de l'économie, par exemple les compagnies de transport. Donc, on part d'une époque où le secteur primaire est de loin le plus important à une période où est-ce que finalement les secteurs secondaires et surtout tertiaires éventuellement seront dominants. Alors tout ça va inévitablement bouleverser les métiers traditionnels.
Alors, tout ce rééquilibrage va occasionner des changements économiques considérables. D'abord, au niveau de la division du travail. Donc, dans un monde où on assiste à l'augmentation du nombre de marchés, parce qu'évidemment, avec les moyens de transport qui sont de plus en plus performants, on est capable d'acheminer des marchandises beaucoup plus loin qu'auparavant. Donc, inonder, envahir de nouveaux marchés et être envahi par des gens qui proviennent d'autres marchés. Alors donc, avec l'augmentation du nombre de marchés et par conséquent avec l'augmentation du nombre de consommateurs, avec l'augmentation démographique et avec l'augmentation des marchés, alors il devient, dans un contexte semblable, plus que jamais important de produire davantage. Donc la pression est sur les producteurs, ils doivent produire plus. Et donc, on va faire des efforts en ce sens. On va améliorer constamment les techniques, notamment en modifiant certaines habitudes de travail. Alors, dans les habitudes de travail qui vont changer dans les différents métiers traditionnels, il y a entre autres la concentration de tous les travailleurs dans un même lieu. Alors, elle est loin l'époque où est-ce que autrefois chaque cordonnier travaillait chez lui dans son propre petit atelier. Maintenant, on concentre les travailleurs dans la même usine, dans la même manufacture, où on va produire ensemble. Et pour rationaliser tout ça, on va procéder à une division des tâches. Alors, c'est ce qu'on appelle le taylorisme, c'est-à-dire que on va donner à chacun des tâches plus faciles et plus rapides avec des gestes répétitifs. Alors, des tâches plus faciles qui demandent un apprentissage moindre. Alors, si je reprends mon exemple du cordonnier de tout à l'heure, un cordonnier traditionnel est capable de faire toutes les étapes qui sont nécessaires pour fabriquer une chaussure. Alors, faire les semelles, assembler les différentes pièces, couper les pièces, les clouer, etc. Donc, faire les cordons. Mais dans une usine maintenant, habitée par le taylorisme, la philosophie du taylorisme, on va confier à chacun des ouvriers une tâche extrêmement simple. L'un va se contenter de tailler des semelles, un autre va se concentrer sur les cordons, un autre sur le dessus de la chaussure, sur certaines portions. Et ce sont les mêmes tâches que les mêmes ouvriers vont accomplir heure après heure, jour après jour, semaine après semaine. Des tâches extrêmement répétitives, mais extrêmement faciles à apprendre. Alors, évidemment, pour qu'on soit en mesure de faire tout ça avec quelqu'un en bout de ligne qui va assembler les différentes pièces que chacun aura créées, chacun de son côté, eh bien, il faut procéder à une standardisation des produits. Alors, certaines tailles très précises au niveau des semelles et des différentes pièces. Et l'avantage que ça va avoir, du moins pour le propriétaire de l'usine, c'est que d'abord, on assistera à une meilleure production parce que celui qui ne fait que des semelles va, à force de le faire, il va devenir excellent, il va en produire à très grand rythme. D'un autre côté, vu qu'on n'a pas besoin de lui apprendre autre chose qu'à faire des semelles, sa formation va être beaucoup plus limitée et on va pouvoir le payer beaucoup moins cher par la même occasion. Ce qui veut dire une diminution des salaires dans beaucoup de métiers traditionnels pour le grand malheur des artisans de ce milieu. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bien, un changement total dans la gestion des employés et dans la gestion de la production. D'autre part, ça amène des changements aussi au niveau du capitalisme industriel et financier. C'est que, étant donné l'importance croissante de la production et de la compétitivité, il devient crucial de réinvestir constamment, fréquemment dans l'appareil de production afin d'accroître la compétitivité. Alors, il va se développer avec le temps une sorte de capitalisme industriel. C'est que les différents producteurs doivent réinvestir constamment dans les moyens de production pour devenir plus compétitifs. Et comme ça coûte cher, les banques vont jouer un rôle grandissant, surtout au niveau du crédit. Alors, parce que ça prend des sous pour investir. Alors donc, les banques investissent chez les gens qui sont prêts à modifier leur système de production. Donc, on prête de l'argent aux industriels et de cette façon-là, donc, les banques vont jouer un rôle sans cesse grandissant et l'économie va se diversifier. D'ailleurs, dans un monde de plus en plus complexe, les monnaies d'or, les monnaies d'argent, donc les monnaies en métaux précieux, deviennent de moins en moins pertinentes. Alors, on va généraliser de plus en plus le papier-monnaie qui est beaucoup plus pratique,
Alors donc, les métaux précieux, avec le temps, ne seront plus à la base de l'économie. Alors, la base de l'économie, ça sera maintenant le travail, qui est un concept abstrait. C'est ça qui devient la base de l'économie. Donc, la quantité de travail faite par quelqu'un d'autre et qu'on représente sous forme d'argent, donc de l'argent sur des billets de dollars ou des lettres de change et tout ça. Remarquons, soit dit en passant, la prépondérance de l'Europe au début de ce mouvement de révolution industrielle. Alors donc, ces progrès considérables au niveau de l'économie, au niveau des modes de production, vont permettre à l'Europe de s'assurer une prédominance absolue sur le reste du monde pendant un certain temps. Et donc, l'Europe va dominer la planète de façon durable en communiquant au reste du monde ses techniques, ses moyens de production, ses valeurs et aussi ses différentes langues, l'anglais, le français et les autres langues qui dominent en Europe. C'est donc en raison de la révolution industrielle que l'Europe qui a été la première à l'amorcer, va pouvoir marquer autant le reste du monde en lui inculquant le mode de vie occidentale. Alors, pour un certain temps, le reste du monde va battre au même rythme que le cœur de l'Europe. Alors, inévitablement, tout ça va amener des changements sociaux. Déjà, la répartition géographique de la population va être considérablement modifiée. Rappelons-nous que les gens quittent les campagnes pour aller vivre dans les villes industrialisées où ils pensent trouver du travail. Il s'agit donc d'un exode massif et les villes ne sont pas prêtes à l'époque à accueillir un si grand nombre d'habitants. Alors donc, on construit à la va-vite certains bâtiments, certains immeubles pour accueillir tous ces nouveaux arrivants. On les construit très mal, évidemment, surtout que ce sont des populations pauvres qui s'en viennent. Alors donc, ces nouveaux arrivants vivent dans des conditions affreuses, avec des logements trop petits et insalubres bien souvent. Donc, les taudis, les bidonvilles apparaissent à peu près à cette époque-là. Alors, d'autre part, l'ordre social va être bouleversé parce que les anciens meneurs depuis les derniers siècles, l'ancienne aristocratie est en déclin. Ce n'est pas elle qui est à la tête de ce nouveau changement économique. Au contraire, c'est la bourgeoisie financière. La bourgeoisie financière qui prend la direction de la société grâce à son considérable rôle économique, à travers les banquiers, à travers les marchands, à travers les différents producteurs. Alors donc, ces gens-là sont au devant des changements économiques, ils sont au cœur de l'économie et donc ils commencent à jouer un rôle de plus en plus pesant au niveau social, mais forcément aussi au niveau politique. Et surtout avec les révolutions qui s'amorcent à certains endroits, la Révolution française, la guerre d'indépendance américaine et d'autres mouvements qui ont lieu ailleurs. Et évidemment, alors que les bourgeois et l'aristocratie, la noblesse se disputent le pouvoir au sommet, en bas de l'échelle, les classes paysannes et les artisans vont progressivement laisser la place à une nouvelle classe sociale qu'on appelle la classe ouvrière. La classe ouvrière qui est loin d'avoir un sort très enviable. En effet, qui forment les ouvriers à cette époque-là de la classe ouvrière? Ce sont les anciens paysans qui ont perdu leurs terres ou les anciens artisans qui ont perdu leurs outils de production. Les nouvelles machines qui servent à la production sont bien trop chères pour un simple artisan avec des moyens limités et par conséquent, les travailleurs autrefois autonomes ont perdu leur indépendance. Et en plus, avec le travail à la chaîne que je décrivais tout à l'heure, leur savoir est désormais inutile. Par exemple, le cordonnier dont je parlais, à quoi lui sert de faire toute une chaussure quand on lui demande de faire seulement des semelles? Alors donc, on a seulement dans les usines besoin de gens capables de faire des tâches répétitives qui sont à la portée du premier venu. Alors, en plus, tous ces gens-là, ces gens qui ont perdu leur temps, les gens qui ont perdu leur emploi et qui viennent travailler en ville, tous ces gens-là sont nombreux, alors la main-d'œuvre ne manque pas, ce qui fait que les grandes entreprises vont en profiter pour les exploiter et leur imposer d'affreuses conditions de travail.
les conditions de travail du début de la période industrielle sont absolument épouvantables. Alors, on nous raconte dans les textes de l'époque qu'on travaillait entre 15 et 16 heures par jour, de 6 à 7 jours par semaine, avec aucun jour férié. On travaille même le jour de Noël. Alors donc, pas de droit d'association, aucun droit au syndicat. Alors donc, évidemment, le rapport de force est vraiment à l'avantage des propriétaires d'usines. D'autre part, il n'y a pas vraiment de limitation d'âge pour travailler dans ces usines. Les tâches étant faciles à faire dans les usines, on embauche aussi des enfants dès l'âge de 5 ans. On recrute même chez les orphelinats. Alors donc, ces jeunes enfants sans parents sont des proies faciles pour les gros capitalistes de l'époque. Ainsi, les débuts de l'industrialisation vont être terribles pour les basses classes de la société. Heureusement, les conditions vont graduellement s'améliorer avec le temps, justement grâce au progrès technique. Pourquoi? Parce que, évidemment, en étant capable de produire davantage de chaussures, si je reprends encore l'exemple du cordonnier, ben, éventuellement, le prix des chaussures va baisser pour devenir à la portée des gens les plus modestes. Hein? Donc, en fait, le prix des différentes marchandises, des différents produits baisse avec le temps, avec l'amélioration des techniques. Alors, éventuellement, le coût de la vie va baisser. Alors, même si le salaire moyen des ouvriers augmente très graduellement, très lentement, en bout de ligne, les deux vont se rencontrer éventuellement et la vie va devenir plus facile pour les ouvriers qui vont pouvoir s'acheter davantage de produits, des produits manufacturés. De plus, certains bons esprits dans les hautes sphères de la société vont commencer à être touchés par les conditions misérables des ouvriers, surtout les enfants. Alors donc, des conditions qui vont finir par être dénoncées, notamment dans certains romans, comme les romans de Charles Dickens ou Victor Hugo ou Émile Zola. Alors, le roman de Zola, Germinal, raconte une grève dans une mine de charbon, si je me rappelle bien. Alors, Victor Hugo rappelle bien toute la misère vécue par les gens ordinaires. Même chose avec Charles Dickens qui raconte le sort de certains orphelins. Alors donc, il y a une conscientisation qui a lieu dans certaines classes de la société. Également, il faut bien le souligner, le mouvement ouvrier va se développer et s'organiser avec le temps, ce qui permettra à la longue aux ouvriers d'améliorer leur sort. Alors, c'est à l'occasion de ces luttes ouvrières, de ces conflits entre les classes de la société, que de nouvelles idéologies vont voir le jour. Alors, au sommet, le libéralisme sera à l'honneur parmi les élites bourgeoises, alors qu'à la base, on va commencer à parler de plus en plus de socialisme. Alors, que conclure par rapport à cette révolution industrielle? On peut voir que euh, c'est une période de bouleversement, de mutation incroyable, parce que d'une part, la population européenne et occidentale de façon générale va augmenter considérablement, et donc on assiste par la même occasion à un changement au niveau de l'urbanisation qui s'accélère à partir de cette époque-là, parce que les gens fuient les campagnes pour aller trouver des emplois en ville. Ça occasionne beaucoup de changements sociaux avec la création de la classe ouvrière. Évidemment, les rapports de force entre les employeurs et leurs employés vont changer beaucoup. Et d'autre part, ça amène des changements aussi au sommet de la société où la noblesse est en perte de vitesse et va être remplacée de plus en plus par la bourgeoisie, surtout la bourgeoisie financière. Alors, au niveau de l'écologie, il y a des bouleversements énormes avec l'utilisation de la machine à vapeur, du charbon et des nouvelles formes d'énergie. Alors donc, tout ça va contribuer à changer durablement le visage général de l'Occident. Et ça va être la clé pour lui aussi pour commencer à dominer le monde à cette époque-là. La révolution industrielle va être vraiment le véritable départ vers une domination d'abord européenne et ensuite américaine avec l'essor de l'économie états-unienne. Alors donc, c'est un moment de rupture à bien des écarts que la révolution industrielle. Rupture économique, rupture sociale, rupture politique par les mêmes occasions, parce qu'évidemment, ce n'est plus la même classe sociale qui domine le monde politique à cette époque-là.
Et c'est ici que se termine le cours d'initiation à l'histoire de la civilisation occidentale, le cours que ces capsules de Zoom Civilisation visaient à remplacer dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Alors, comme dernier mot de la fin, que dire? D'abord que je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour assister à ce petit cours aux dimensions bien modestes. Alors, évidemment, l'histoire ne se termine pas ici avec la révolution industrielle pour l'Occident. Il y a encore bien d'autres choses qui doivent arriver, comme les guerres mondiales, guerre du Vietnam, etc., et tous les événements qui vont marquer le 20e et le début du 21e siècle. Cela dit, si ça peut vous encourager pour ceux que ça intéresse, j'ai un cours la session prochaine qui s'intitule Empire, peuple et nation et qui justement raconte le 20e et le 21e siècle. Alors, j'ai l'intention, encore une fois, d'aller dans le même projet, de faire une série de capsules pour remplacer mes cours que je ne pourrais donner en personne dans les classes en raison du contexte actuel. Alors, c'est un rendez-vous pour tout le monde que ça intéresse et mes futurs étudiants évidemment. Donc, à bientôt dans une prochaine série de capsules. Merci, au revoir.